Bonjour et bienvenue. Je suis Patrick Rambaud, président de la section H de l'Ordre national des pharmaciens. Merci de vous être connecté pour cette deuxième webconférence. Vous avez été un peu plus de 1700 à participer à la première et à la revoir en rediffusion. Nous sommes très heureux que ce mode d'information et de discussion vous convienne. Nous avons d'ailleurs donné un nom à ce rendez-vous trimestriel, l'heure H des pharmaciens, afin que vous le repériez bien parmi tous les webinaires qui sont maintenant proposés, notamment par l'industrie pharmaceutique. Mais avant de commencer notre heure H, puisque tel est son nom, je vais passer la parole à Karine Wolfthal, présidente du Conseil national de l'Ordre, qui tenait à vous dire quelques mots. Karine, si tu veux bien. Merci Patrick, merci à vous tous d'être connectés et effectivement, je profite de cette occasion pour vous remercier. Vous remercier chaleureusement du plus fond de mon cœur, tous pharmaciens hospitaliers, du public, du privé, engagés dans les SIS, dans le secteur médico-social, pour votre implication dans cette crise et dans la gestion de cette crise qui dure maintenant depuis de longs mois. La richesse de notre profession, c'est bien la diversité de nos exercices. Hospitaliers, officinaux, industriels, grossistes, répartiteurs et dépositaires, c'est cette chaîne du médicament qui nous rend fiers d'être au service de la santé publique. Cette crise a montré que cette force, c'est une forte coopération de tous ces pharmaciens entre ces différents métiers qui permet de relever les challenges de cette crise. Alors on pourra citer beaucoup d'exemples et j'imagine que vous allez en parler pendant la conférence ce soir, mais à titre d'exemple, le circuit de livraison des médicaments de rétrocession avec l'intervention des grossistes est un bel exemple de cette solidarité de la chaîne au service des patients. Alors évidemment, beaucoup de challenges restent devant nous et notamment celui de la vaccination Covid qui est évidemment un vrai challenge. Mais je suis sûre qu'avec le dynamisme de la section H et de l'ensemble des pharmaciens que vous êtes, nous saurons à nouveau relever ce défi. Je profite aussi pour faire un petit coucou aux pharmaciens d'outre-mer s'il y en a connectés ce soir ou ce matin de la part de Brigitte Berthelot qui pouvait pas se joindre à nous, mais voilà un petit clin d'œil à nos pharmaciens d'outre-mer de la section H. Le pharmacien hospitalier est un acteur majeur de la gestion de cette crise et toujours au plus près des patients. Donc, je vais écouter attentivement votre conférence, Patrick, si tu me permets, et peut-être à l'occasion, Patrick, n'hésitez pas à m'interpeller sur des sujets sur lesquels je pourrais potentiellement peut-être vous éclairer, mais Patrick, tu les connais très bien également. Voilà, écoutez, Patrick, je te laisse la suite. Merci beaucoup, Karine. Ces mots d'introduction qui nous vont droit au cœur. Alors, notre thème du jour, donc vous l'avez bien compris, est le face à la crise de la Covid. Alors, il est important d'entendre, comme disait Karine, le terme pharmacien hospitalier dans une acception large, pharmacien de PUI, d'établissements publics, privés, domaine sanitaire, médico-social, nos collègues pharmaciens sapeurs-pompiers, les hygiénistes, les pharmaciens de PMI, de XAPA, etc., etc. Tous ceux qui sont inscrits en section H. En effet, chacun d'entre vous, dans vos structures d'appartenance, a pu démontrer son implication directe dans la lutte contre cette épidémie et la mise en place d'actions qui ont permis aux patients de bénéficier d'une continuité de leur prise en charge thérapeutique. Alors, permettez-moi, comme vous l'a déjà exprimé Karine, à la fois de vous féliciter et de vous remercier de votre réactivité et de votre investissement qui n'a pas fléchi même au moment de cette deuxième vague qui nous touche encore aujourd'hui. Alors, comme vous allez le voir au cours de cette heure H des pharmaciens, nous allons faire le point sur ce qui s'est passé en nous aidant de 2 questionnaires diffusés après la première vague et auxquels vous avez répondu. Alors, un premier questionnaire ciblé sur un échantillonnage de pharmaciens de notre section H, identifié dans les diapos que vous verrez par le mot Q55, 55 parce qu'il y avait 55 répondants, et un deuxième identifié Q735 envoyé aux 6500 collègues dont nous avons l'adresse courriel. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y en a 700 qui n'ont pas les adresses courriel renseignées dans notre base, donc n'hésitez pas à la renseigner via le portail IPOP.
hein, on en avait déjà parlé la dernière fois. Alors donc, on a pu collecter 55 réponses dans le premier cas, 750 environ, soit un peu plus de 11% dans le deuxième. Nous allons aussi bien sûr répondre à vos questions et je serai aidé pour cela par 3 confrères, 2 membres du Conseil central H et un membre du Conseil national y représentant la section H. Je vais leur passer la parole afin qu'ils puissent se présenter en quelques mots et nous allons commencer par Sophie. Bonjour, je suis Sophie Armand-Branger, je suis membre du bureau de la section H, je suis responsable de la PUI du Centre de santé mentale Angevin, établissement public de santé mentale qui prend en charge la population du Maine-et-Loire à l'exception du bassin de Cholet et de Saumur. Il s'adresse aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Pendant la crise Covid, même si mon établissement n'a pas été en première ligne de cette crise, nous avons quand même dû nous adapter pour prendre en charge nos patients hospitalisés pour troubles psychiques atteints et diagnostiqués Covid+, et surtout réorganiser nos activités ambulatoires qui sont nombreuses et prendre soin des agents qui agissent à l'extérieur de l'établissement. Voilà pour ma part. Merci Sophie. Et on passe maintenant à Maryse. Bonjour, je m'appelle Maryse Camus, je suis pharmacien gérant de la PUI du groupe hospitalier Sud Île-de-France en Seine-et-Marne. Situé dans le sud de l'Île-de-France, comme son nom l'indique, l'établissement a été fortement impacté lors de la première vague Covid et la pharmacie a dû accompagner les réorganisations imposées par l'épidémie et assurer les approvisionnements pour armer les nouveaux lits. Je suis conseiller titulaire et membre du Conseil national représentant la section H. Très bien, et représentant très bien la section H. Et pour terminer les présentations, Philippe. Bonjour, je suis Philippe Benoît, pharmacien au Centre hospitalier universitaire de Reims. Je suis en charge de la gestion des essais cliniques au sein de la pharmacie et je réalise des activités de pharmacie clinique sur plusieurs services de médecine. Mon établissement est centre de recours pour la Champagne-Ardenne et comme dans tout le Grand Est, nous avons été fortement impactés lors de la première vague épidémique de la Covid-19. Dans mon exercice en particulier, cela concernait la mise en place et la gestion des essais cliniques spécifiques à cette maladie. Et cette expérience nous a permis de mieux appréhender la reprise épidémique et je suis conseiller de la section H de l'ordre. Merci Philippe, parfait. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors nous allons, comme vous allez le voir, nous avons divisé notre webconférence en 4 thèmes. Organisation des PUI, système dérogatoire mis en place, médicaments prioritaires et communication. Alors, au cours de ces 4 thèmes, nous allons exposer les résultats des questionnaires, donc dans un premier temps. Nous apporterons ensuite les réponses aux questions que vous avez posées sur ce thème, donc via le WebH, et nous répondrons ensuite, à la fin, à toutes vos questions en direct que Geneviève Fad et Patrick Mazot vont collecter via la plateforme mise à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, en premier lieu, abordons les questions relatives à l'organisation de la PUI, de ses missions et de ses équipes, et les résultats des questionnaires. Maryse, je te passe la main. Merci Patrick. Donc voici les premiers résultats des questionnaires. Sur cette diapositive, donc vous pourrez remarquer en bas de toutes les diapositives les mots Q735 ou Q55. Cela correspond aux 2 questionnaires dont Patrick a parlé au tout début. À la première question, comment sont impactées les missions traditionnelles pendant la crise sanitaire ? On voit que la majorité des collègues ont repensé leur activité tout en poursuivant leur mission habituelle. Mais il a noté que le tiers des répondants a été amené à repenser complètement son activité. Diapositive suivante. Les 2 tiers des répondants participaient à la cellule de crise de leur établissement. Diapositive suivante. Presque la moitié des répondants ont mis en place le télétravail pour certaines activités. Nous reviendrons sur cette problématique du télétravail un peu plus tard. Diapositive suivante.
Le quart des répondants ont développé de nouvelles organisations avec les autres professionnels de santé, notamment en mettant en place des stratégies d'épargne, des alternatives thérapeutiques. Ils ont resserré les liens et les interfaces. Ils ont parfois aidé à la mise en place des plateaux techniques de réanimation. Ils ont aussi participé à la mise en œuvre de nouveaux protocoles. Diapositive suivante. Seriez-vous favorable à ce que les pharmaciens exerçant en PUI puissent être autorisés à adapter et à renouveler les traitements dans le cadre de protocoles? À cette question, les 3/4 ont répondu positivement. Là encore, nous y reviendrons. Diapositive suivante. Enfin, comme nous pouvons le constater, les opinions sont partagées à propos de l'activité de vaccination. 50% sont favorables à la vaccination des autres professionnels de santé et 37% favorables à la vaccination des résidents en EHPAD. Patrick ? Merci Maryse pour cette première salve des réponses au questionnaire. Je devrais même dire un double merci puisque Maryse a élaboré ces questionnaires avec l'aide précieuse de Geneviève Fad, chef de service de la section H. Passons maintenant aux questions posées sur le WebH. Alors, je vais tout d'abord reprendre une question que nous avions déjà abordée au cours de notre première webconférence et qui nous est posée à nouveau. Ça veut dire que on n'a pas encore été assez clair. En période de pandémie Covid-19, existe-t-il une possibilité de déroger aux conditions d'exercice de la pharmacie hospitalière? Sophie, s'il te plaît. Alors, le coronavirus n'a vraiment pas vocation à modifier les conditions d'exercice en pharmacie hospitalière. Je dirais même plus qu'en période de crise, il est important d'avoir des professionnels formés, ayant les compétences et l'expérience. Pour ça, nous avons quand même différentes possibilités. La première que nous pouvons utiliser, c'est les coopérations entre établissements et partager le temps de pharmacien. Nous pouvons aussi faire appel aux pharmaciens retraités. Il y a aussi, si on a des praticiens qui travaillent à temps partiel sur une structure, on peut leur proposer, leur demander, ou ils peuvent se proposer pour aller travailler à temps partiel sur une autre structure. Enfin, on peut utiliser une disposition de l'article R5126-11 du Code de la santé publique qui dit que si une PUI n'est plus en mesure d'assurer certaines de ses activités ou de ses missions, elle peut les confier ou confier au moins sa mise en œuvre à une autre PUI. Ça nous permet d'avoir différentes solutions. Merci Sophie, je crois qu'on est maintenant assez clair. Alors voici aussi une question qui revient, elle aussi assez souvent. Pouvons-nous exercer nos missions en télétravail pendant les épisodes Covid? Philippe, est-ce que tu peux nous donner la position de notre section? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut rappeler en premier lieu que le télétravail, ça n'est pas un élément de confort, mais c'est uniquement et principalement un élément de sécurité dans ce contexte épidémique. Et donc, il y a un certain nombre de prérequis techniques et organisationnels à mettre en place. Dans la pratique, des collègues envisagent ce télétravail, notamment pour la validation des prescriptions à distance. Dans les PUI où le pharmacien est seul, cette pratique n'est cependant pas envisageable. En effet, les préparateurs exercent sous la responsabilité et le contrôle effectif du pharmacien, c'est-à-dire en sa présence. De ce fait, une PUI ne peut fonctionner qu'en présence du pharmacien ou de son remplaçant. Et c'est l'article R5126-16 du Code de la santé publique qui nous précise ces dispositions, en indiquant que la pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ces sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R5125-34 exerçant dans cette pharmacie. De ce fait, le texte exige bien la présence du pharmacien dans les locaux de la PUI. Pendant la période de crise sanitaire, telle que nous l'avons vécue, il est envisageable dans certaines PUI ou dans les PUI où plusieurs pharmaciens travaillent sur le même site, de mettre en place une analyse pharmaceutique à distance de certaines prescriptions. Et pour ce faire, il convient de définir avec le pharmacien gérant l'organisation à mettre en place en fonction du contexte de chaque établissement.
La condition principale, finalement, c'est que les actes pharmaceutiques qui sont réalisés au sein de la PUI, c'est-à-dire l'approvisionnement, la délivrance, la préparation, toutes ces opérations soient faites sous le contrôle effectif et l'autorité technique du pharmacien qui est présent. Et donc, en résumé, aucune PUI ne peut fonctionner en l'absence d'un pharmacien. Il est à noter que les pharmaciens qui ont des pathologies à risque par rapport à l'épidémie doivent se protéger et rester confinés. Et donc, à ce titre, il appartient au représentant légal de l'établissement de mettre en place une organisation qui va permettre le fonctionnement de la PUI en présence du pharmacien. Merci Philippe. J'ajouterais d'ailleurs, si le télétravail est possible, il faut évidemment mettre à disposition le matériel nécessaire, hein, notamment informatique, et veiller à la sécurisation de la transmission des données de santé entre l'établissement et le domicile du pharmacien. Alors, autre question intéressante, sommes-nous responsables de la protection de nos équipes face au risque de la Covid? Alors, Maryse nous donne les éléments de réponse. Oui, Patrick. Alors, il y a, rappelons-le, une obligation de mise en sécurité de ces personnels de la part de l'employeur. Il s'agit là du Code du travail. La protection du personnel est également de la responsabilité du pharmacien selon les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ou de service d'incendie et de secours, puisqu'il doit déterminer les mesures de protection adaptées pour les activités qui le nécessitent. Je vous conseille, pour avoir plus de détails, de vous référer à la fiche pratique du CESPharm. N'oublions pas que si le pharmacien doit veiller au respect des mesures de protection à l'intérieur de la pharmacie, il doit aussi le faire au niveau de la rétrocession. Il doit informer les personnels et veiller à ce que les gestes barrières soient respectés, le port du masque, la distanciation physique, et que si besoin, les postes de travail soient modifiés ainsi que l'organisation du travail. Merci Maryse et merci d'avoir rappelé aussi ce document que nous avons élaboré avec le CESPharm, mais il y a de cela quelques mois. Ça s'appelle Fiche pratique à l'attention des pharmaciens de PUI, élaboré il y a quelques mois, mais qui est toujours actuel et toujours disponible aussi sur le site cespharm.fr. Je vous invite à télécharger d'ailleurs de nombreux documents sur ce site. Alors une autre question maintenant, et je vais me tourner vers Sophie. Dans certaines situations, absence, augmentation des activités liées à la Covid, etc., puis-je laisser de côté certaines missions de la PUI? Alors, il est vrai qu'en situation de crise sanitaire qui peuvent impacter les ressources humaines, il peut être nécessaire soit de prioriser certaines activités, soit de mettre entre parenthèses d'autres activités. Bien entendu, ce travail ne se fait pas isolément, il se fait avec les services avec qui nous travaillons en transversalité, et c'est assez une spécificité de notre activité, nous sommes très en transversalité, et notamment avec les directeurs qui peuvent peut-être nous allouer des moyens complémentaires. Si des activités doivent être suspendues, bien entendu, ce ne sont pas celles qui ont un impact direct sur la qualité de la prise en charge médicamenteuse des patients. Et ces activités doivent être reprises le plus rapidement possible. Si j'en réfère à l'expérience de mon établissement, nous avons mis de côté les audits de dotation dans les services de soins. En revanche, il nous a été demandé de renforcer nos actions en termes d'hygiène, non seulement sur la formation, mais aussi sur des actions de prévention, non seulement auprès des soignants, mais aussi des usagers de nos patients. Très bien. Philippe, on a vu tout à l'heure dans le questionnaire que 2/3 des pharmaciens participaient aux cellules de crise. Et j'ai justement une question. Devons-nous nous investir dans la cellule de crise? Et une deuxième, à propos d'ailleurs de l'investissement du pharmacien, dois-je continuer à m'investir au niveau des services de soins avec le risque de la Covid? Alors, sur ces deux questions, pour la première, la réponse est oui. Il est évident que la présence du pharmacien hospitalier dans la cellule de crise est importante parce que ce dernier va apporter des éléments d'information sur la disponibilité des produits, que ce soit les médicaments ou les dispositifs médicaux stériles. Et dans ce contexte, il pourra proposer, autant que cela est possible, des alternatives. Il ne faut pas oublier également que les pharmaciens hygiénistes peuvent participer également et apporter leurs compétences à cette cellule de crise.
Au-delà des dispositifs médicaux et et médicaments, pendant la crise, le pharmacien s'est également vu confier un certain nombre de gestions sur des produits, sur des dispositifs médicaux non stériles, tels que des équipements de protection comme les gants ou les masques. Sur l'aspect de la deuxième question, l'investissement du pharmacien dans les services de soins, la réponse bien évidemment est oui. Le pharmacien a plus que jamais un rôle transversal. Il intègre l'équipe pluridisciplinaire qui va prendre en charge le patient, et les patients atteints de la Covid ne font pas exception, qu'ils soient hospitalisés ou en réanimation. La présence du pharmacien dans le service est donc primordiale. Il ne faut pas oublier de même que le préparateur en pharmacie va apporter un plus pour la gestion et en particulier sur la logistique des produits de santé. Oui, mais merci Philippe. D'ailleurs, on peut rajouter d'une façon générale, hein, même en dehors de périodes comme celle que nous vivons malheureusement, le pharmacien doit participer étroitement au traitement du patient. Alors, il est souvent nécessaire de proposer une adaptation du traitement prescrit en fonction de l'évolution de la pathologie de la personne hospitalisée, objectivée par une modification de la fonction rénale ou hépatique, par exemple. Alors, la section H a proposé au cours des débats parlementaires sur la loi pour l'accélération et la simplification de l'action publique une modification de l'article L5126.1 du Code de la santé publique qui introduit parmi les missions de la PUI celle pour des pathologies dont la liste sera fixée par arrêté de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l'établissement et de les adapter dans le respect d'un protocole mentionné à l'article L4011-4, lui aussi nouveau d'ailleurs, puisqu'il fait référence à l'élaboration et la mise en œuvre de protocoles locaux qui sont proposés par les professionnels de santé, après avis notamment de la CME. Alors, une actualité de ce matin, hein, donc vous voyez, c'est up-to-date, la loi ASAP vient d'être publiée et cette disposition fait l'objet des articles 93 et 97. Alors, pour terminer cette première partie, Maryse, est-ce que tu peux nous parler de la possibilité pour les pharmaciens inscrits en H de vacciner? Oui, alors Patrick, comme l'ont montré les réponses au questionnaire, les pharmaciens hospitaliers, bien que partagés sur le sujet, sont plutôt favorables à cette habilitation pour vacciner. Quoi qu'il en soit, l'apprentissage de la vaccination est déjà, pour certaines facultés de pharmacie, fait au cours des études communes, et bientôt, certainement, toutes les facultés le feront. Nous pensons à l'ordre que nous devons répondre présent si le besoin s'en fait sentir, et ce, quelle que soit la vaccination, pourquoi pas contre la Covid, et la population cible. Enfin, pour les réfractaires à cette disposition éventuelle, autorisation n'équivaut pas à obligation de vacciner. Merci de le préciser. Merci Maryse. Nous reviendrons certainement à cette question. Là, je vois qu'il y a déjà sur effectivement le net un certain nombre de questions par rapport à la vaccination Covid. Donc, on y reviendra. On va débuter la deuxième partie sur la mise en place de certains systèmes dérogatoires avec les résultats des deux enquêtes que je vais vous présenter maintenant. Alors, première diapositive, à propos du dispositif rétrocession, pour les patients qui ne pouvaient pas se déplacer et intégrant donc le pharmacien officinal et grossiste répartiteur. Si on considère que ceux qui ne se prononcent pas n'ont pas de rétrocession, la moitié des PUI avec rétrocession a utilisé le processus et les 2/3 environ souhaitent la pérennisation de ce dispositif. Diapositive suivante. 43% des PUI ont fabriqué des solutions hydroalcooliques. À noter que 30% d'entre elles, d'ailleurs, ont approvisionné d'autres établissements et une majorité, pratiquement 60%, seraient prêtes à fabriquer des SHA en situation de pénurie. Diapositive. Pendant la crise sanitaire, donc, les PUI ont dû faire face à des tensions d'approvisionnement sur certains médicaments utilisés en réanimation. Est-ce que vous seriez favorable, en cas de crise ou de tension d'approvisionnement, à voir les PUI autorisés à préparer ces médicaments pour le compte d'autres PUI? Et là, 61,5% ont répondu positivement, contre 20% négativement. La profession est donc prête à s'investir dans cette prospective. On y reviendra, vraisemblablement. Alors, on va passer maintenant aux questions reçues et les premières questions que je vais poser à Sophie ont trait
sans surprise, au système dérogatoire PUI, grossiste, officine. Doit-on le pérenniser? Est-il exclusif de tout autre système? Sophie? Alors, comme vient de le souligner notre présidente, Madame Karine Wolf, ce système a été une belle réussite et nous pensons alors qu'il faut le pérenniser. Il y a une réflexion actuellement menée avec l'ordre, les organisations syndicales et professionnelles et la DGOS. Là, toutes sections confondues à l'ordre, on est plutôt favorable à ça. Par contre, il faut en préciser les contours. La section H, nous pensons que la primo-dispensation délivrance doit se faire à l'hôpital pour que les patients aient toutes les informations de base. Ensuite, le télésoin ou la téléexpertise peuvent être un bon outil de relais et favoriser le lien ville-hôpital. Bien entendu, la question de la chaîne du froid doit être traitée. Et puis pour renforcer, pour montrer quand même que ce dispositif a été très utilisé et plébiscité, Philippe Godon, vice-président de la section C des distributeurs, nous a donné des chiffres. Pendant la période donc de mars jusqu'à fin septembre 2020, 11 000 produits rétrocédés ont été transportés par les répartiteurs, ce qui fait à peu près 500 transports pendant la période de confinement et 250. Donc on voit bien que c'est un vrai succès pour nos patients atteints de maladies chroniques qui ont du mal à se déplacer dans nos pays qui sont parfois lointaines. Merci Sophie, c'est 500 par semaine, hein, c'est ça? Oui, j'ai dit quoi? Moi? Non, c'est par semaine, pardon. Et 250 hors confinement. Bon, on voit bien quand même, on voit bien qu'il existe un vrai besoin. Hein. Et pour répondre à la question suivante qui était celle d'un système unique, je dirais qu'il faut laisser la porte ouverte à d'autres alternatives si elles existent. En effet, l'article L5126-6 du Code de la santé publique prévoit déjà la délivrance à domicile sans cadre précis. Il n'y a donc pas de solution unique dès lors que les règles relatives à la dispensation, au respect du conditionnement et au stockage des produits sont respectées. Mais il est certain que ce dispositif mis en place là, au niveau de la crise Covid, est une très bonne solution. Maryse, j'ai là des pharmaciens qui s'interrogent sur la fabrication des solutions hydroalcooliques. Est-ce que tu en as préparé, toi, au CH de Melun? Alors oui, bien sûr, hein, comme de nombreux confrères, Patrick, mais même si ce ne sont pas des médicaments, mais des dispositifs médicaux, les pharmacies, aussi bien d'officine qu'hospitalières, se sont très largement mobilisées pour faire face à la pénurie de chats pendant la première vague Covid. La situation semble être revenue à la normale, mais la dérogation est à nouveau active pour reprendre cette fabrication en cas de besoin. Et si nécessaire, il faudra évidemment le faire. Merci Maryse. Ben, justement, quand on est en train de parler de préparation, Philippe, toi qui travailles en lien étroit avec le secteur de pharmacotechnie du CHU de Reims, j'ai une question pour toi. Aurions-nous pu préparer dans nos PUI les médicaments en rupture si nous avions disposé des matières premières? Alors, sur cette question, il faut replacer le contexte du fait que notre pays s'est retrouvé dans une situation d'urgence sanitaire et affronte aujourd'hui des fortes tensions d'approvisionnement sur un certain nombre de molécules et de médicaments. Néanmoins, cette situation n'est pas nouvelle et un certain nombre de patients se sont retrouvés avec des difficultés d'approvisionnement, enfin d'accès à leur traitement. Et c'était le cas, par exemple, des corticoïdes en 2019. Donc, par rapport à ce contexte, on peut imaginer que la France pourrait bénéficier d'un nouveau dispositif qui utiliserait les compétences, la technicité et les structures de certaines pharmacies à usage intérieur. Et on peut imaginer que celles-ci pourraient réaliser des préparations hospitalières spéciales et que ces préparations, bien évidemment, seraient réalisées en conformité avec les bonnes pratiques de préparation en s'affranchissant de la limite des 300 unités par an. L'objectif de cette idée, c'est pas de faire concurrence à l'industrie pharmaceutique, mais réellement de pallier à la rupture d'approvisionnement en médicaments qui sont indispensables à la prise en charge des patients.
Donc sur cette démarche, la section H a essayé de faire intégrer cette mesure dans la loi ASAP dont tu parlais tout à l'heure. Cependant, cette disposition n'a pas été jugée recevable par rapport à l'esprit de cette loi elle-même. Et donc, nous continuons et nous attendons un prochain vecteur législatif adéquat pour faire avancer ce projet. Merci Philippe. Je compléterai simplement ta réponse en précisant aujourd'hui qu'il y a des groupes de travail qui sont constitués, qui sont en cours de réflexion et qui associent à la fois la NSM, les ARS, la DGOS et l'ordre bien sûr, des équipes pharmaceutiques de certains CHU. Alors plusieurs équipes hospitalières élaborent des monographies, il y en a même certaines qui ont commencé à fabriquer des lots pilotes qui sont en cours de contrôle. Et comme tu l'as dit, c'était important, c'est pas seulement une réponse relative à l'épidémie Covid, mais aussi une réponse à certaines ruptures de stock qui peuvent être dramatiques pour les patients. C'était les corticoïdes, c'était important. C'est d'ailleurs une situation dans laquelle on pourrait éventuellement se retrouver. Entamons maintenant la troisième partie, si vous le voulez bien, de notre heure H des pharmaciens. Organisation de l'approvisionnement des médicaments en tension, avec la première séquence questionnaire. Et Philippe, tu gardes la main. Alors, pour continuer donc sur cette première diapositive, nous pouvons voir que les collègues ont largement utilisé la plateforme mapi.fr. Il faut quand même préciser que cette plateforme, elle était imposée afin de pouvoir bénéficier de l'approvisionnement d'État en médicaments prioritaires. Sur cette diapositive, voilà, les informations portent sur l'utilité de cette mise en place de cette plateforme et finalement les résultats sont assez partagés, probablement en raison de la complexité du processus qu'il convenait de suivre, mais également de l'absence fréquente d'avis de livraison de médicaments importés ou de dosages qui étaient non conformes aux pratiques habituelles. Comme on peut le constater sur cette diapositive, environ un tiers des PUI ont approvisionné d'autres PUI et donc des échanges ont été pratiqués entre les établissements et le dispositif d'État mapui.fr n'a donc pas empêché les contacts ni la solidarité entre les établissements et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ces échanges ont concerné majoritairement des produits tels que des hypnotiques, des curares, des antibiotiques, mais aussi des solutions hydroalcooliques, des gants ou des masques. En ce qui concerne les dispositifs médicaux stériles, en retour, on a à peu près 60% de difficultés en matière d'approvisionnement, et ces difficultés portaient bien évidemment sur l'abord respiratoire. Pour terminer sur cette série de diapositives, on note que les collègues nous font part de peu de difficultés par rapport à l'oxygène, mais que ces difficultés existaient néanmoins et qu'elles étaient liées à des dotations insuffisantes en bouteilles d'oxygène qu'il était difficile de modifier pendant la période de l'épidémie. Oui, tu as parlé dans ta première diapositive de la plateforme mapi.fr. Justement, il y a des collègues qui ont posé des questions relatives à la mise en place d'un autre système de déclaration des stocks, alors que l'autre semble exister encore. Alors, lequel utiliser? Maryse, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, Patrick, effectivement, l'application MAPUI est désormais remplacée par un outil développé par l'ATI, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Et ce nouvel outil s'appelle e-Dispostock. Il permettra la remontée de ces stocks et une supervision à la fois régionale par les ARS et nationale. Cette plateforme a été déployée progressivement dans les régions au cours des premières semaines, c'est donc tout récent. La principale problématique liée à cette nouvelle plateforme, création du compte profil APE, administrateur principal d'établissement, permet d'y avoir accès. Un manuel utilisateur est consultable en ligne et donne toutes les explications nécessaires. Quoi qu'il en soit, mapi.fr va rester encore opérationnel quelques temps pour permettre de passer le relais sur ce nouveau dispositif. D'accord. Alors, une question sur le sujet, Maryse. Nous avons rencontré des difficultés, des problèmes de stockage. Est-ce qu'on peut réguler les livraisons?
Alors, en effet, au cours de la première vague, le dispositif national d'approvisionnement a parfois posé des problèmes par manque de place pour stocker les médicaments du stock d'État, en particulier les curares à conserver entre 2 et 8 degrés. Malheureusement, les actions directes sur les livraisons prévues, quand nous étions avertis, ce qui n'était pas toujours le cas, se sont avérées impossibles. Il faut donc absolument trouver des solutions localement. Alors dans cet esprit, localement, est-ce que les décisions, en fin de compte, d'allocation des stocks ne devraient pas plutôt relever des ARS plutôt que de Santé publique France, Sophie? Merci Patrick pour cette question délicate, surtout vu ce que vient de dire Maryse. Alors on peut dire qu'en période de crise, la communication c'est le nerf de la guerre et c'est pas toujours facile. Et il peut être difficile de trouver les bons interlocuteurs, quoi qu'il en soit. Là, c'est l'ARS qui est chargée de recueillir et de collecter les informations et de les faire remonter au niveau national auprès de Santé publique France. Et c'est Santé publique France qui ajuste en théorie les dotations. Bon, force est de constater que le système n'a pas été optimal et si vous me permettez, je crois qu'on pourrait dire que ce point sera à mettre dans la case améliorer. Oui, 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 on nous sommes d'accord et je crois que l'ensemble des pharmaciens français qui nous écoutent est d'accord. Philippe, alors là, on est tout à fait dans ton secteur, puisque c'est une question là pour toi. Certains médicaments utilisés hors AMM et ou en essai clinique ont été dans une situation de tension d'approvisionnement. Exemple, l'hydroxychloroquine. Comment fallait-il réagir et comment devrons-nous réagir dans le futur? Alors, sur cette question importante de la prescription hors AMM, il faut distinguer deux situations, deux cas de figure. Il faut séparer d'une part la responsabilité du prescripteur qui va prescrire hors AMM pour un patient donné et dans un contexte donné. Et il faut identifier par ailleurs la responsabilité du pharmacien qui va accepter ou refuser la délivrance de cette prescription hors AMM. Néanmoins, il y a un certain nombre de limites à cette situation qui est vraiment théorique et obligatoire. C'est le cadre que l'on rencontrait qui était l'absence de thérapeutique validée dans le cadre de la Covid-19. Il n'y a pas de traitement de référence. Et donc il fallait néanmoins standardiser ou protocoliser la prise en charge des patients, que ce soit à l'échelle du service ou à l'échelle de l'établissement. Et donc, dans ce cadre-là, la décision individuelle s'est plutôt basculée vers des décisions collégiales qui ont été mises en œuvre pour la prise en charge des patients. Ce qui est important par rapport au AMM et aux essais cliniques, c'est la vigilance qu'il convient d'avoir par rapport à des essais cliniques sauvages qui se feraient en dehors de toute déclaration ou autorisation et donc qui porteraient sur des résultats de cohortes faussement rétrospectives, dont on n'a pas tout à fait le recul. Oui, tout à fait, merci. Alors, on peut signaler d'ailleurs à ce propos des prescriptions hors AMM qu'il y a un travail qui vient d'être conduit par les ordres des médecins et des pharmaciens avec un document qui a été rédigé, qui est bien rédigé, qui est disponible sur le site de l'ordre. Alors, il peut être utilement complété par nos pratiques à l'hôpital, puisque c'est vrai que c'est plutôt la pratique de ville, notamment sur ces aspects dont tu parlais de décision collégiale dans des situations qui se répètent. Et la section H, je vous le dis, vient de commencer la réflexion avec l'ordre des médecins. Donc, nous allons compléter ce document avec cette petite partie hospitalière. Alors, revenons à nos stocks d'État avec une question pour Maryse. Y a-t-il un stock d'État pour certains dispositifs médicaux non serrés, notamment les équipements de protection individuelle, les fameux EPI dont on a beaucoup parlé? Oui, alors en période de tension d'approvisionnement sur plusieurs EPI, le portail de commande Distrilog Santé est mis en place par le ministère de la Santé pour se substituer aux actes du marché et livrer les établissements hospitaliers et médico-sociaux via le stock de l'État à titre gratuit. Le stock stratégique d'État a été constitué sous la responsabilité de Santé publique France pour assurer à toutes les structures, à titre gracieux, 10 semaines de consommation d'EPI.
Contrairement à la première vague épidémiologique, les équipes hospitalières et médico-sociales peuvent donc s'approvisionner en flux, c'est-à-dire passer en fonction de leurs besoins réels et être livrées directement. Merci Marie, sur ces précisions utiles. Bien que ce ne soit pas des médicaments, les pharmaciens étaient quand même pas mal investis aussi dans ce domaine. Alors, vous êtes naturellement un certain nombre à vous poser des questions sur la situation actuelle de la mobilisation ou non du stock d'État, là, en médicaments prioritaires. Alors, au plus fort de l'épidémie, il y a quelques semaines, une partie du stock d'État a été pré-mobilisée, c'est-à-dire transférée chez le dépositaire qui a contractualisé avec Santé publique France, il s'agit d'Aloga, qui était donc prêt à alimenter l'établissement en rupture de certains médicaments et dosages. Je parle surtout du cisatracurium, de l'atracurium en fort dosage et du propofol 2%, pour lesquels étaient déjà constatées certaines tensions d'approvisionnement dans un certain nombre de centres hospitaliers. Alors, une partie des stocks a été débloquée récemment, pour un peu plus de 200 établissements de santé, notamment pour des régions qui nécessitaient, notamment ARA, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Bretagne, Hauts-de-France. J'en oublie certainement. Les commandes ont été définies à partir du nombre de patients en réanimation et les allocations ont été validées par les ARS et tous les colis ont donc été expédiés à partir du dépositaire et donc reçus. Alors pour les DOM-TOM, les délais de livraison sont un peu plus longs, donc compte tenu de la logistique nécessaire, il se peut qu'ils ne soient pas encore livrés, mais ça va être fait incessamment sous peu. Alors passons, puisque l'heure H des pharmaciens avance, passons à notre quatrième séquence maintenant avec les réponses aux questionnaires sur le thème de l'information, de la communication et de l'accompagnement dont nous parlait Sophie et justement je lui passe la parole. Merci Patrick. Donc la première question portait sur l'évaluation de la communication de l'ordre par nos confrères et vous pouvez voir que 80% de nos confrères ont trouvé que la communication de l'établissement, enfin de l'ordre, était plutôt positive. Question suivante, la diapo suivante. Oui, la deuxième, c'était axé sur la foire aux questions. Donc, la moitié des répondants sont allés consulter la foire aux questions et ont été globalement satisfaits du contenu. Donc, cette foire aux questions est alimentée par les MARS, bien entendu, les DGS urgents, les comptes rendus aussi de réunions entre l'ordre et la NSM ou le ministère. Et nous travaillons actuellement pour essayer d'avoir un abonnement à cette foire aux questions. Comme ça, on pourra avoir directement les mises à jour. Diapo suivante, oui. Là, ces questions étaient plus ciblées sur le pharmacien et son établissement. Est-ce qu'ils ont bénéficié d'une information au sein de l'établissement? Oui, 88%, donc très majoritairement, ont été informés au sein de l'établissement. Et la diapo suivante nous disait que voilà, mais qu'ils avaient besoin de compléter ces informations, soit avec le site de l'ordre, avec la foire aux questions, soit les sociétés savantes, la HAS, Europharmat, les documents CESFARM, les protocoles et bien d'autres informations et bien de sources d'informations. Voilà. Merci Sophie. Voici maintenant quelques questions relatives à ce thème posé sur le WebH. Alors une première intéressante, comme toutes les autres d'ailleurs. La coopération entre établissements de toute nature, publics, privés, CHU, SSR, EHPAD, SIS, services d'incendie et de secours, n'est-elle pas un des éléments à développer pendant une crise sanitaire? Alors, notre position ordinale est claire. Oui, la coopération est à développer. Elle doit représenter une force pour notre profession, à condition que ce soit nous qui dans un objectif de meilleure prise en charge des patients et non pas, comme le voudraient certaines directions, d'objectifs économiques ou des réductions de ressources humaines. Alors notre richesse repose également dans la diversité et la complémentarité de nos activités que nous pourrions conjuguer au présent, si vous le permettez. J'approvisionne, tu gères, ils préparent, nous dispensons, vous conseillez. Et ils sont bien pris en charge ce sont les patients. Et je n'oublierai certainement pas dans cette chaîne de soins pharmaceutiques nos collègues pharmaciens sapeurs-pompiers qui gèrent le pré-hospitalier et nos collègues hygiénistes qui ont un rôle essentiel notamment dans la lutte contre les affections associées aux soins. Alors beaucoup d'entre vous ont mis en avant l'humain et la solidarité dans les réponses aux questionnaires. C'est souvent d'ailleurs dans ces situations
que se révèle notre instinct fédérateur, notre esprit de groupe, ce goût de travail en équipe que nous avons. Permettez-moi d'ailleurs à ce propos de saluer ici toutes nos équipes et en particulier nos préparateurs en pharmacie qui ont largement donné de leur temps et de leur personne. Maryse, un complément? Oui, alors un petit complément, mais très important pour réaffirmer que les pharmaciens, au travers de leur investissement pendant la crise, sont encore plus reconnus dans les équipes, bien au-delà du rôle au demeurant essentiel de l'approvisionnement. Il y a eu de nombreux types de coopération entre tout type d'établissements, public-privé, CHU, CH, SSR, EHPAD, avec les dépannages de produits de santé, les échanges informels sur les prises en charge thérapeutiques, les nouveaux protocoles, les alternatives, les transferts de patients, etc. Ah oui, c'était très notable, hein. On l'a tous bien constaté et on a tous bien profité de cela. Autre question est là pour Philippe. Quelles sont les sources d'informations à prioriser? Alors, bien évidemment, on peut faire le constat, et comme ça apparaissait dans le questionnaire, que l'information n'a pas manqué et que nous avons eu de multiples sources documentaires. Mais la problématique finalement, c'est que ces informations, elles n'étaient pas forcément canalisées et priorisées non plus. Et donc, de ce fait, la foire aux questions était la seule qui permettait de recenser, la foire aux questions de l'ordre, pardon, était la seule qui permettait de recenser une information à jour et en lien avec les besoins concrets du terrain. Merci de préciser la foire aux questions de l'ordre. Il y en avait beaucoup d'ailleurs, hein. Toutes les sections ont pu effectivement faire leur foire aux questions et ça a été largement apprécié par tous les collègues des différentes sections. Alors, on peut commencer déjà à regarder les questions qui nous parviennent et il y en a une qui fait actuellement le buzz à la fois sur ce qui arrive et sur le WebH. Mais malheureusement, on va pas pouvoir y répondre en tant qu'ordre. Il s'agit de la reconnaissance financière à l'investissement des équipes pharmaceutiques du secteur privé qui n'ont pas bénéficié des mesures accordées au secteur public dans le Ségur de la santé. Et je crois savoir que les praticiens des ESPIC, hein, comme les centres anticancéreux, sont dans le même cas. Alors, eu égard à nos missions ordinatives, de revaloriation salariale ne peut pas être du domaine de l'ordre. Ce sont les syndicats professionnels qui sont les interlocuteurs des pouvoirs publics pour ces négociations. Alors, je le sais d'ailleurs pour en avoir parlé avec la présidente du SNPGH, qui représente notamment les hospitaliers privés, qu'elle agit en ce sens auprès du ministère de la Santé. Elle agit très activement. Alors, moi, le message que je peux passer et que je passe effectivement, hein, c'est que les pharmaciens du privé se sont investis et continuent à s'investir très fortement, directement et indirectement, dans la lutte contre l'épidémie. Alors, je pense aussi, mais là, à titre personnel, hein, j'engage pas l'ordre là-dessus, mais j'ai le droit aussi d'avoir des idées personnelles. Je pense que mission et responsabilité équivalentes, les pharmaciens de PUI du privé et du public, maintenant recrutés, comme on l'a vu, avec des conditions d'exercice identiques, devraient avoir des rémunérations équivalentes. Mais malheureusement, je suis pas ministre des Finances, donc et pas décideur à la demeure. Bon. Alors, avant de répondre à vos questions posées en direct, là j'en ai déjà répondu à quelques-unes qui sont recueillies et analysées par Geneviève Fad et Patrick Mazot, que je remercie au passage. Je voudrais vous montrer une diapositive où la question posée était « Selon vous, comment la profession de pharmacien va-t-elle sortir de cette crise sanitaire ?» Diapositive, s'il vous plaît. Elle devrait arriver. Voilà. Eh bien, 40% des confrères voient la profession renforcée. Presque 49% estiment que la situation n'évoluera pas et 11% estiment que la profession en sortira diminuée. Alors, le même sondage a été effectué pour l'ensemble de la profession, toutes sections confondues, et il donne un chiffre à peu près similaire de 43% pour la profession renforcée. Moi, je dirais, je suis assez content de ça, c'est notre image dans le miroir. Quand on se regarde est donc meilleure pour près de la moitié d'entre nous. Et moi, ça m'apparaît très positif et bon pour le moral aussi. Alors, une autre question, nous passons dans les questions maintenant un peu diverses. On parle beaucoup des tests antigéniques en ville, ça, vous en entendez beaucoup parler,
Mais à l'hôpital ou chez les pompiers, comment ça se passe? Maryse analyse la situation. Oui, alors, gros sujet d'actualité. Alors, selon les dernières modifications de l'arrêté Covid-19 du 10 juillet, les tests rapides d'orientation diagnostique antigénique nasopharyngée pour la détection du SARS-CoV-2 peuvent être réalisés dans le cadre d'un diagnostic individuel par le médecin, le pharmacien d'officine, l'infirmier, le masseur-kinésithérapeute, la sage-femme ou le chirurgien dentiste, prenant en charge l'intéressé dans le cadre de certaines conditions. Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif, organisées notamment par l'employeur ou une collectivité publique, ces tests peuvent être réalisés par un médecin, un infirmier ou un pharmacien, et pas seulement d'officine, ou d'autres professionnels de santé qui ont suivi une formation sur le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire, nécessaire à l'examen de la détection du SARS-CoV-2. Les résultats des tests sont rendus par un médecin, un pharmacien ou un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien dentiste. L'organisation garantit l'enregistrement de ces résultats le jour même dans le système dénommé SI-DEP, institué par le décret du 12 mai 2020. Les pharmaciens, sapeurs-pompiers et les pharmaciens hospitaliers sont donc susceptibles de participer à de telles opérations de dépistage collectif. Merci pour ces informations précises. Alors, pour le SI-DEP, justement, une question. SI-DEP, qui veut répondre, Philippe? Bah oui, c'est la suite du coup de l'intervention de Marie, c'est-à-dire qu'on a un résultat et que ce résultat des tests antigéniques, qu'il soit positif ou négatif, il doit être impérativement saisi dans cet outil SI-DEP qui va recueillir l'ensemble des résultats des tests. En pratique, pour utiliser SI-DEP, il faut disposer de sa carte CPS ou ou ICPS, se connecter au portail SI-DEP sur le site internet portail-sidep.aphp.fr et renseigner les informations qui sont demandées. Et à ce propos, on peut facilement créer sa ICPS. C'est possible de faire la démarche après avoir téléchargé l'application ICPS sur son smartphone ou sa tablette, de renseigner ses identifiants qu'on trouve sur sa carte CPS et on suit les opérations telles que elles sont mentionnées dans le guide. Et donc j'ai moi-même créé du coup ma ICPS. D'accord, sans trop de difficultés. Sans trop de difficultés. Bon, très très bien. Je l'ai fait moi en l'espace de 2 minutes, hein, donc tous mes renseignements à l'ordre étaient bons, donc pof, c'est parti très vite. J'ai effectivement des interventions qui arrivent là. Je confirme la pertinence et le besoin de la vaccination par le pharmacien, notamment dans les hôpitaux où la médecine du travail est peu présente, CH de petite taille, plus. Eh ben voilà, donc c'est une question relative à la vaccination par les pharmaciens hospitaliers, par les sapeurs-pompiers aussi, hein, les hygiénistes, etc. Quand cela sera-t-il possible? Alors plus une question sur la situation vis-à-vis de la vaccination contre la grippe à l'hôpital, dans les EHPAD et en ville. Sophie? D'accord, moi j'ai le droit à 2 questions, c'est ça? Alors, comme le disait tout à l'heure Maryse, l'ordre veut faire reconnaître la faculté aux pharmaciens travaillant en PUI, qu'ils travaillent à l'hôpital ou en service d'incendie et de secours, et aux pharmaciens gynécistes, la possibilité de vacciner. Et comme disait Maryse, possibilité ne veut pas dire obligation. A priori, il n'y a pas d'opposition de la part du ministère et qu'il y aura sûrement un prochain vecteur législatif. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième, c'est sur les stocks de vaccins grippe, hein, c'est ça Patrick? Donc l'État a 2 millions de doses en stock. Une partie, c'est Fluzone, qui est pour les patients de plus de 65 ans. Et les autres, c'est plutôt du vaccin grippe tétra. Il y a un premier stock qui a été débloqué le 21 novembre pour les EHPAD sans PUI. Et là, hier, nous avons reçu le mars, en date du 7 décembre, pour les EHPAD avec PUI et pour les établissements de santé. Il n'y aura pas de pénurie parce que lors de la première consultation pour les EHPAD, les besoins étaient de 300 000 doses. Donc, vous voyez, avec 2 millions qui vont arriver et voilà, je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Voilà.
D'accord, mais merci beaucoup. Simplement, à propos des mars, parce que c'est dans l'information, on l'a pas Mm, mm. précisé, un certain nombre de collègues ont du mal à disposer de ces mars qui sont pourtant messages d'alerte rapide sanitaire, sont pourtant envoyés au niveau des établissements. Donc, vous avez effectivement sur la fac PUI maintenant toute la liste des mars qui nous concernent, hein, et donc avec les liens éventuels pour pouvoir les télécharger si besoin est. Alors, merci Sophie pour ces réponses. J'ajouterais, mes chers confrères d'ailleurs, si vous avez oublié de donner vos besoins ou si vous en avez de nouveaux par rapport à ces vaccins grippe, vous pouvez utiliser la plateforme eDispostock pour le signaler et obtenir d'autres vaccins. Alors le module n'est pas encore installé, il sera installé au courant de la semaine prochaine, mais dès la semaine prochaine, par eDispostock, vous pourrez effectivement demander des vaccins supplémentaires si vous en avez besoin. On a également quelques questions sur l'oxygénothérapie à haut débit, à propos de la fourniture d'oxygène, des réseaux, mais surtout de l'OPPI, notamment avec cette OHD, comme on dit, et les oxyflots. Maryse. Oui, alors il est vrai que la prise en charge de patients atteints de Covid-19 en médecine et réanimation s'appuie maintenant fortement sur l'utilisation de l'oxygénothérapie à haut débit afin de pallier au défaut d'oxygénation des patients souffrant d'une pneumonie hypoxémiante de gravité variable, mais aussi pour éviter le recours à l'intubation systémique dans un certain nombre de cas. Cette utilisation accrue a nécessité une organisation optimisée de la fourniture d'oxygène par nos fournisseurs habituels, mais a mis en évidence également l'insuffisance de certains réseaux d'oxygène dans nos établissements. Cette préconisation d'utilisation de l'oxygène à haut débit entraîne aussi une forte tension en eau pour préparation injectable, eau nécessaire à l'humidification des respirateurs. Alors un mars récent a fait le point sur cette question. L'ANSM a demandé aux laboratoires d'augmenter leur production, d'importer et de cesser toute exportation d'OPPI. Enfin, les professionnels de santé sont invités à utiliser en priorité des poches d'eau stérile. Il existe des poches d'eau stérile pour irrigation de 1 litre ou de 3 litres marquées CE. Et pour augmenter les stocks, l'ANSM a également émis une dérogation au marquage CE pour des poches de 3 litres d'eau stérile. L'offre est désormais complète et suffisante pour couvrir les besoins actuels. Parfait. Alors, toujours dans les constats de tension d'approvisionnement, on a constaté, du moins il nous est remonté, des tensions d'approvisionnement pour la dexaméthasone. Philippe, y a-t-il un risque de rupture et comment peut-on réagir? Alors donc on reste sur cette question des tensions d'approvisionnement et des ruptures, et donc c'est vrai que la dexaméthasone, c'est le traitement quand même prioritaire et primordial dans la prise en charge de la Covid. Et on a effectivement des retours de tensions d'approvisionnement sur les formes injectables dans la mesure où il n'y a qu'un seul fournisseur, acteur sur le marché. Néanmoins, il y a des adaptations qui sont possibles et les protocoles peuvent être adaptés en fonction de la gravité du patient. Et puis, on a également le passage de la voie injectable vers la voie orale qu'on va privilégier dès que cela est possible. En complément, la possibilité, il y a en cours de rédaction une monographie d'hexaméthasone en préparation hospitalière pour des gélules à 6 mg qui seraient adaptées à la prise en charge et que nous pourrions préparer à partir soit de la matière première si on en dispose, ou alors des comprimés à 40 mg, c'est-à-dire le Néofordex. Par ailleurs, on peut aussi avancer le fait que la substitution par les autres corticoïdes tels que la méthylprednisolone ou la prednisone peut être possible, et pour cela, il faut se référer aux recommandations qui ont été émises par le Haut Conseil de la santé publique. Merci. Alors, j'ai aussi une question sur le DP rupture et une autre un peu en marge de la Covid, sur l'obligation qu'on aurait de remplir le DP à l'hôpital. Effectivement, Sophie va nous en parler. Il y a là aussi du nouveau. Oui, il y a du nouveau. Alors, je pense que l'histoire du DP rupture, d'abord pour le moment, c'est surtout pour nos confrères officinaux qui peuvent utiliser le DP rupture pour faire remonter leur stock de tests antigéniques et leur stock de vaccins contre la grippe.
Nous utilisons IDISTOP après avoir utilisé mapui.fr. Là, donc, le nouveau, c'est dans la loi ASAP. Ça y est, le DP a été introduit et l'article L 1111-23 précise que le pharmacien hospitalier consulte et alimente le DP si les systèmes d'information de l'établissement sont compatibles. C'est une disposition très importante parce qu'elle implique les pharmaciens hospitaliers qui travaillent soit en établissement de santé ou en médico-sociaux ou dans les services de secours et d'incendie, et ainsi que les éditeurs de logiciels. Et c'est une disposition très importante et qui impactera notre travail demain, que ce soit pour l'utilisation du DP patient, rupture, alerte, retrait et demain DMI. Parfait. Alors, on approche quand même de la fin de cette heure et il y a beaucoup de questions, vous vous en doutez, sur la vaccination Covid et sur les modalités pratiques futures pour cette vaccination. Alors, les informations que nous avons actuellement ne sont pas toutes confirmées. Donc, attention, là, nous sommes effectivement sur un terrain qui peut encore évoluer. Aucune décision définitive n'est encore prise. Alors, je vais demander à Maryse, qui participe avec moi à un certain nombre de réunions, on en a beaucoup quand même sur la question, de nous résumer la situation. Oui, alors comme vous le savez peut-être, l'État s'est porté acquéreur de 100 millions de doses de vaccins qui seront fournis par différents laboratoires. Les vaccins, tout d'abord du laboratoire Pfizer, seront mis à disposition, puis ceux du laboratoire Moderna, bien sûr sous réservation de l'obtention des AMM. Les vaccins Pfizer, vous le savez également, doivent être conservés à moins 80 degrés. L'État a donc acheté des congélateurs à moins 80 pour les stocker, mais également les dispositifs médicaux stériles qui permettent de les reconstituer, car il s'agit de formes multidoses, et de les administrer. Ces DM seront conditionnés sous forme de kits. Comme vous pouvez l'imaginer, une importante logistique sera déployée. Deux dispositifs sont d'ores et déjà imaginés, l'un faisant intervenir les dépositaires pour approvisionner les médecins et les officines de ville, et l'autre faisant intervenir le laboratoire même, Pfizer, ou Santé publique France, pour approvisionner les pays dans lesquels seront implantés ces congélateurs. Ces équipements seront installés et qualifiés par un prestataire externe avec lequel l'État souscrit un contrat. Alors, comme l'a dit Patrick, beaucoup de questions restent à travailler, tant sur le plan du rôle de chacun, des acteurs, que sur le plan des responsabilités. Oui, tout à fait. Karine, tu es encore avec nous? Bon, si Karine est encore avec nous, elle peut apporter peut-être quelques éléments complémentaires. Voilà. Absolument. Je suis désolé. Non, mais je suis là. J'ai le temps de remettre mon oreillette. Voilà, c'est une question qui préoccupe également beaucoup tout le secteur libéral, puisque ce n'est pas qu'un problème hospitalier. Il ne faut pas d'ailleurs que ce soit qu'un problème hospitalier. J'aimerais que tu nous en dises quelques mots. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses qui sont encore en discussion, et notamment sur la vaccination au plus proche des patients. Ce qu'on a tous compris, c'est que la France a fait le choix de vacciner au plus près des patients, et notamment en ville, et n'a pas fait le choix de ces centres de vaccination comme on peut voir par exemple en Angleterre ou en Grande-Bretagne, ou comme on a eu peut-être la triste expérience de H1N1, et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité renouveler cette expérience, et probablement en raison de la défiance de la population envers cette vaccination. Hein. On est le pays le plus réfractaire à cette vaccination Covid. Donc du coup, le gouvernement a fait le choix d'une vaccination de proximité par les professionnels de santé de proximité, avec, vous le savez aussi probablement, plusieurs phases, 5 phases au total. La première démarrant probablement dès fin décembre, début janvier pour les personnes les plus fragiles et les plus âgées. Et puis en allant de façon, j'allais dire, dégressive en fonction du risque de formes graves de Covid, pour arriver au printemps, avant l'été, à la population générale.
Il n'est pas clair encore de savoir à quelle étape le pharmacien d'officine, mais possiblement aussi le pharmacien d'hôpital et surtout aussi le biologiste, puisque on a positionné les pharmaciens biologistes comme pouvant être vaccinateurs également. Très honnêtement, je pense pas qu'on sera sollicité pour être vaccinateur dès la première phase. Dans un premier temps, voilà, j'imagine que ça sera réservé aux médecins, mais c'est pas exclu puisque il y a justement beaucoup de discussions en ce moment. Ce qu'on comprend, c'est que ces décisions vont être prises aux lumières des avis de l'EMA et de la NSM sur chacun des vaccins et sur chaque profil de vaccin. Donc ces arbitrages-là vont être faits dès l'obtention des AMM sur recommandation de la HAS en fonction de chacun de ces différents vaccins qu'a évoqué Maryse et surtout en fonction de la population ciblée. Mais en tout cas, les pharmaciens ont tout à fait leur place dans cette stratégie de vaccination, notamment pour comment dire, faire face à cette défiance de la population. Sur la logistique, vous l'avez compris, ça va être un casse-tête, non seulement sur le stockage, mais aussi sur la distribution fine jusqu'aux patients, puisque j'ai notamment insisté pour qu'il y ait une traçabilité pharmaceutique de bout en bout, c'est-à-dire de la sortie de chez Pfizer jusqu'au patient. À mon sens, cette traçabilité est essentielle. Donc il faut absolument qu'il y ait un pharmacien à la fin, vraiment au dernier moment, qu'on puisse tracer jusqu'au patient. Donc ça, c'est vraiment un impératif, et j'ai eu un moment des doutes de cette prise en compte de cette nécessité absolue. Nécessité absolue aussi d'un système d'information performant qui, à mon sens, n'existe pas aujourd'hui de traçabilité, parce que bien évidemment derrière, la pharmacovigilance va être primordiale. Donc on m'a répondu que ce système d'information était en cours de construction. Bon, voilà, donc vous avez compris, il y a encore énormément de questions logistiques, techniques, pratiques, sécuritaires, et des réunions se tiennent tous les jours en ce moment. Voilà, pour essayer de mettre en place, j'allais dire au pas de charge, cette vaccination Covid. Oui, il y a quand même des opérations pharmaceutiques. Ce sont des flacons multidoses. Il y a de la reconstitution, il y a de la répartition, et je crains que effectivement, si on confie ça directement aux médecins, on en parlait tout à l'heure, on ait effectivement des pertes importantes de doses de vaccins, et c'est un petit peu dommage. Alors, il y a d'autres questions qui sont arrivées. Il y en a une notamment sur les pénuries en immunoglobuline polyvalente. C'est effectivement quelque chose qui est actuellement constaté. Les informations que l'on a aujourd'hui, c'est que ces pénuries sont également dues à la diminution du nombre de dons de sang. Et donc, on constate aujourd'hui ces problèmes. Alors, je sais que la NSM est en train de s'en préoccuper. Je n'ai pas d'informations très précises sur le sujet. Quelqu'un Maryse, ou tu aurais des informations plus précises là-dessus? On en a parlé avec Lauréat. Oui, alors c'est un sujet, cette pénurie d'immunoglobuline, qui revient quand même assez régulièrement sur le territoire français. Donc effectivement, on est de nouveau face à des tensions d'approvisionnement, comme tu l'évoques, probablement liées aussi à une diminution des dons. Donc personnellement, j'ai pas plus d'informations, mais je pense que c'est un facteur qui impacte cet approvisionnement, oui. Alors, il y avait un de nos collègues qui nous disait, mais il ne comprend pas que certains autres confrères ne puissent pas être d'accord avec le fait de vacciner. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. L'important, c'est ce qui était rappelé tout à l'heure, c'est qu'il n'y a
cette possibilité de vaccination n'est pas une obligation. Il y a des pharmaciens d'officine vraisemblablement qui ne vaccinent pas. Donc c'est pas obligatoire. Au sens effectivement d'aider à la prise en charge effectivement à la fois de la grippe, mais dans le futur de la vaccination Covid, je pense qu'il est important que tous les pharmaciens effectivement puissent vacciner, que ce soit les biologistes qui n'ont aujourd'hui pas le droit de vacciner, alors qu'ils ont le droit de prélever, c'est quand même assez curieux, et les hospitaliers tous ceux qui sont en H, hein, quand je dis hospitalier, hein, rappelez-vous, hein, je parle aussi des services d'incendie et de secours. Voilà, je crois que l'heure avance, je vais maintenant conclure, et si vous voulez bien, et en guise de brève, mais très brève conclusion à cette web conférence, je voudrais évoquer avec vous 3 points forts de la profession que nous avons pu relever au cours de cette année, pas comme les autres, hélas, et 3 axes d'amélioration que nous pourrions promouvoir dans notre environnement. Alors, les 3 points forts, pour moi, ce serait solidarité, capacité d'adaptation et expertise. Solidarité entre les pharmaciens hospitaliers eux-mêmes, avec les autres pharmaciens des autres exercices, et les autres professionnels de santé, les médecins, les infirmières, etc. Capacité d'adaptation, oui, à des situations jamais rencontrées. Ça a été constaté, c'est extraordinaire. Et puis l'expertise, notre expertise pharmaceutique, qui est partagée aussi avec les autres intervenants, c'est un point fort, c'est un vrai point fort. 3 axes d'amélioration dans notre environnement: l'anticipation, la coopération, j'en ai déjà parlé, la communication, nous en avons encore parlé aussi, et puis en joker, j'ajouterais l'espace numérique de santé. La passion, elle est instable, on l'a bien vu, si on veut réagir au plus près des événements, il faut anticiper, prévoir. Coopération, comme je le disais, je le répète, il faut que nous soyons actifs, il faut que nous soyons proactifs même dans le domaine des coopérations, afin de faire valoir nos points de vue et pas nous faire imposer des coopérations qu'on ne souhaiterait pas, en tout cas dans les conditions dans lesquelles on veut nous les imposer. Et puis la communication, il nous faut améliorer une communication qui nous vient de nombrables acteurs, qui nous délivrent d'innombrables informations, très nombreuses informations, et qui sont aussi, elles, difficiles à prioriser. On le voit bien, les centaines, je dirais pas les centaines, mais presque de messages que nous recevons chaque jour, c'est très difficile à gérer. Et puis le joker, l'espace numérique de santé, parce que sans ça, on ne pourra pas effectivement progresser correctement, dématérialiser. Le dossier pharmaceutique, ouf, il arrive. Soyons promoteurs aussi de ce dossier pharmaceutique dans nos hôpitaux, mais c'est important. Le télésoin, la téléexpertise également. Donc, espace numérique de santé, c'est également quelque chose de très important et une voie dans laquelle nous devons nous engager. Alors, pour terminer, j'ai le plaisir de terminer. Je voudrais vous remercier, remercier aussi pour m'avoir accompagné, répondu aux questions au cours de cette web conférence, Sophie Armand, Maryse Camus, Philippe Benoît, et puis remercier aussi Geneviève Fad et Patrick Mazot qui ont pu faire le tri des nombreuses questions posées parce qu'il en arrivait. Nous allons continuer l'exercice de ces webconférences. On va programmer 4 sessions de leur âge des pharmaciens en 2021 autour de différents sujets. Ils ne sont pas encore complètement choisis. En tout cas, l'ordre n'est pas encore choisi parce que on sait qu'on parlera de notre nouveau référentiel d'évaluation des demandes d'autorisation de PUI qui a été complètement refondu, qui est réactualisé, que vous allez bientôt voir arriver, je dirais en février-mars, dans votre boîte aux lettres, mais également disponible sur le site de l'ordre. Donc, quelque chose d'important qui a nécessité beaucoup de travail de la part de tous les conseillers. Un autre sujet, l'espace numérique en santé, on en parlait avec notamment le dossier pharmaceutique qui arrive, on le voit bien, par la grande porte à l'hôpital, les coopérations et puis bien d'autres sujets. Et vous pouvez être promoteur de certains sujets, évidemment. Alors, je vous souhaite maintenant une bonne fin d'après-midi. Merci d'être resté avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée ensuite. Je vous souhaite de joyeuses mais prudentes fêtes de fin d'année pour pas qu'on se retrouve avec la 3e vague le 15 janvier.
Et puis surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à très bientôt. Au revoir.